Donc on va finir ce dernier panel avec Patricia Bardot qui va nous parler des risques mission des grossesses à risque. Pas facile de parler après des juristes qui ont des éthiques particulièrement bien développées. Donc moi je tire ma légitimité du fait que j'ai été responsable d'une grosse maternité à Bruxelles, que je n'ai évidemment pas, comme c'est écrit, suivi personnellement 75 000 grossesses, mais je les ai supervisées et donc je pense que je les ai intégrées plus de 75 000 sans doute dans ma carrière. Alors en préambule, je voudrais dire que toute ma carrière a été quand même fondée sur la volonté d'avoir de la bienfaisance vis-à-vis des futures mères et des mères et des futures mères, qu'elles soient de toute origine. Et donc la particularité de mon hôpital, c'est que nous recevons des publics extrêmement variés, de gens, ça peut aller dans tous les immigrés, les pauvres, les étrangères, des femmes aussi qui vont jusqu'à toxicomanes, certaines qui sont sociopathes, enfin je veux dire d'accorder des soins les plus attentifs et les plus respectueux pour toutes. L'évolution, on va dire assez récente quand même, de la notion même de consentement, de non-violence, de bienfaisance obstétricale n'a fait que renforcer en tout cas ce qu'on a toujours essayé d'implémenter dans notre hôpital. Alors ma venue par rapport à la GPA, c'était une sorte de circonstance par rapport à de la camaraderie et des amitiés, mais c'est aussi dans mon hôpital on pratique, il y a un service de procréation médicalement assistée qui reçoit des couples commanditaires qui viennent avec leur candidate mère porteuse. Je le sais, et je voulais aussi dire que mon but n'était pas du tout de jeter l'opprobre ni sur les femmes qui acceptent d'être mère porteuse aujourd'hui en Belgique, ni sur mes collègues qui sont en général très aussi, et c'est ça tout le piège dans lequel on est, qui sont aussi sensibles à une immense détresse de certaines femmes qui sont nées sans utérus ou qui ont perdu leur utérus dans leur vie et qui ne savent pas concevoir un enfant. Donc leur but est aussi, évidemment, ils sont animés par de la bienfaisance. Progressivement, au début, je disais oui, mais est-ce que les mères porteuses sont vraiment au courant de tous les risques qu'elles courent ? Oui, on leur dit. Mais quand on parlait d'un consentement libre et éclairé, en fait, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de document écrit qui leur expliquait clairement dans quoi ce qu'elles allaient s'aventurer. Et puis, c'est vrai qu'il y a des choses qui commencent à se passer. C'est que si à Saint-Pierre, il y a l'immense majorité des couples commanditaires vont se voir refuser dans leur projet parce que tout ça c'est absolument pas abouti, mais il y a aussi des femmes qui viennent accoucher et donc dans lesquelles on suspecte, ou bien même maintenant récemment, on a clairement su que c'était une femme qui avait fait de la GPA commerciale, et donc on voit en fait ce mouvement qui commence à se banaliser. Et puis le pompon, ça a peut-être été quand même cet avis rendu par le comité d'éthique dans lequel on a balayé, en tout cas, on a banalisé la grossesse, et donc, mesdames, faites un bébé, c'est très facile, c'est excessivement rare que ce soit compliqué, enfin, avec quoi est-ce qu'on vient ? Et là, il y a même eu des retours de manivelle. Comme je m'occupe surtout de grossesse à risque, parce qu'en tant que docteur, c'est pas du tout pour ça que mon but est de dramatiser la grossesse, ni que je me réjouis du fait qu'il y a des complications médicales à la grossesse. Mais il y a un fait, et donc des mouvements comme la plateforme pour une naissance respectée vient presque nous dire, mais en disant que les grossesses sont à risque, mais en fait, vous ne faites que elles sont à risque parce que les médecins s'en mêlent, et si les médecins s'en mêlaient pas, tout se passerait bien. Mais donc, il faut quand même être un tout petit peu, donc mon message est quand même d'être réaliste et de rappeler à tous ceux qui se lancent et à toutes celles qui défendent la GPA, c'est quoi une grossesse c'est quoi une grossesse. Donc, dans le monde, la grossesse, c'est la première cause, si on n'y avait pas d'accès à la médecine, c'est la première cause de mortalité chez les jeunes femmes. Premièrement. Dans un pays comme l'Afghanistan, dans lequel les femmes ne sont pas nécessairement en mauvaise santé au départ, mais elles vivent dans des régions totalement isolées, on est quasiment à 1% de femmes qui vont laisser leur vie, qui vont mourir lors d'une grossesse. Comme elles ont plusieurs grossesses, pour finir, ça devient vraiment la première cause de mortalité chez elles. Chez nous, évidemment,
la proportion de femmes qui vont mourir est évidemment beaucoup, beaucoup plus faible, mais ça n'empêche pas que les femmes font des complications qui sont extrêmement graves. Donc en fait, elles ne meurent pas, mais c'est parce qu'elles vont bénéficier de soins intensifs qui vont être éventuellement traumatisants. On n'arrête pas de parler de traumatisme obstétrical parce qu'on fait une épisiotomie, mais je ne vous dis pas quand on termine aux soins intensifs, multitransfusés, intubés, réanimés, etc. Donc je veux dire que il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas mourir, mais qui vont vivre un véritable traumatisme. Il ne faut pas les oublier, celles-là non plus. Alors, la vie du comité d'éthique a balayé le problème en disant on va prendre des femmes de moins de 40 ans qui ont déjà eu toute leur famille, donc complète, donc ça veut dire que ce sont des femmes en général qui ont plusieurs enfants, et qui n'ont pas eu, et qui sont en bonne santé. Je voudrais juste rappeler que la notion de bonne santé, c'est n'est pas que l'absence de maladie, mais c'est une notion qui est extrêmement floue. Est-ce que on est en bonne santé si on est en surpoids? Globalement, oui, on n'est pas nécessairement en mauvaise santé parce qu'on est en surpoids, mais en fait, ça augmente nos risques obstétricaux. Est-ce que c'est dangereux si jamais on a déjà eu une césarienne? Toute femme qui a déjà eu une césarienne, on ne va pas l'empêcher de faire un autre bébé, mais quand même, en fait, on sait bien que les risques sont augmentés. Et donc, de dire que la notion en médecine, la notion de risque, c'est toujours une courbe de Gauss. Donc, en fait, il y a la norme et puis il y a les extrêmes. Et donc, en fait, les choses ne sont très rarement tout blanc, tout noir, il n'y a aucun problème, il y a plein de problèmes. Tout ça, ce n'est pas vrai. Alors, qui plus est, il y a vraiment un aléa dans les grossesses. Il y a un aléa pour la femme. S'il y a des conséquences pour la santé d'une mère, d'une future mère, il y aura des conséquences pour toute sa famille, parce que je veux dire, une mère qui est hospitalisée, comme ce sont des femmes qui ont eu leur famille complète, qui va s'occuper des enfants? Le mari, le compagnon, la société. Qui va payer son incapacité de travail? La société. Enfin, je veux dire, tu ne fais pas un bébé toute seule. D'ailleurs, l'enfant, quand il va naître, dire qu'il appartient aux parents d'intention ou à la mère donneuse, tout ça, c'est pour moi, un enfant, ça va appartenir à une communauté. On est toute une communauté pour s'occuper d'un enfant. Donc ça, c'est quand même une notion aussi très importante sur la santé d'une mère. Alors, indépendamment de parler des conséquences catastrophiques comme la mortalité, je voudrais rappeler que l'état de grossesse augmente énormément de pathologies. Vous faites la grippe, vous n'êtes pas enceinte. Vous pouvez être bien malade, mais vous êtes enceinte, la mortalité est augmentée. Et donc la morbidité aussi. Il y a toute une série comme ça. Donc par exemple, la santé mentale, on sait aussi que la grossesse peut précipiter des problèmes de santé mentale. Et que la deuxième cause de mortalité maternelle en France, c'est le suicide. Donc je veux dire qu'il y a aussi une augmentation de toute la morbidité. Alors c'est pas tout. On parle toujours de morbidité, donc ce sont des choses. Mais une grossesse, ça... Consciemment, c'est 8 mois, et pendant ces 8 mois, plus encore le postpartum, il y a ce qu'on appelle gentiment les petits inconvénients de la grossesse, ou la bobologie, mais cette bobologie des nausées de début de grossesse, ça peut se terminer par une hospitalisation avec une perfusion tellement que la femme est déshydratée, et puis je voudrais bien rappeler que quand même, avoir du pyrosis, des hémorroïdes, des vergetures, des lombalgies qui fait que vous savez plus vous plier pour ramasser quelque chose tellement que vous avez mal, ça fait partie, c'est d'une banalité terrible. C'est tellement banal qu'en fait, moi, mes consultations, ce n'est en général qu'une longue suite de plaintes que j'accepte avec bienveillance par rapport aux futures mères, et que les femmes, en général, elles viennent se plaindre chez leur docteur, mais elles sont courageuses, elles essayent d'assumer, mais c'est une véritable réalité. Et donc je ne voudrais pas ni qu'on dramatise toutes les grossesses, mais certainement qu'on arrête de les banaliser et de croire que ça va être fait quelque chose comme ça de super simple. Même, par exemple, je pense que faut pouvoir le dire, les femmes qui ont accouché, elles ont généralement plus la même continence qu'après. Et donc, comment est-ce qu'on banalise toutes ces choses qui nous arrivent et qu'on fait pour le plaisir d'avoir un bébé, bien que, rappelons-le, nous ne sommes pas dupes, beaucoup de femmes que je vois enceintes pour leur futur bébé à elles, sont soumises en fait à une coercition reproductive et n'ont pas toujours tant envie que ça d'avoir ce troisième enfant ou ce quatrième enfant, parce qu'il se fait que souvent elles ont eu que 2 ou 3 filles avant et que donc il faut continuer jusqu'au moment où l'héritier va arriver. Voilà, dans les préambules, je voulais aussi dire que je ne souffre d'aucune homophobie, que je pense qu'un couple d'hommes peut parfaitement être des parents tout à fait suffisamment bons, et que donc mon propos n'est pas du tout de les empêcher de pouvoir avoir accès à une paternité.
peut-être que je regrette que dans notre société, il y ait tant d'enfants, qu'on cherche désespérément des familles d'accueil et que ce soit si compliqué de prendre soin des enfants des autres dans la législation telle qu'on l'a. Une dernière chose que je voulais dire, c'est que par rapport au droit et au consentement de la femme, en médecine, il y a des pathologies, oui, il y a des pathologies qui vont apparaître plus fréquemment du fait que c'est un don de gamètes, donc c'est pas l'ovocyte de la femme, c'est pas le sperme du monsieur qui a déjà fait vos enfants. Vous avez un sur-risque d'avoir des complications comme une maladie qui s'appelle la prééclampsie, donc qui s'accompagne d'hypertension. Et le traitement de la prééclampsie, c'est d'arrêter la grossesse. Quand la prééclampsie survient à la fin de la grossesse, c'est assez facile, on déclenche, et puis voilà. Mais quand ça survient dans des âges où le fœtus est encore à la limite de la viabilité, ça pose des véritables problèmes de décision. Et donc, quand c'est pour la femme, et que cette femme dit c'est mon bébé, donc on essaie de ménager la chèvre et le chou pour arriver au meilleur résultat, mais quand c'est pas pour cet enfant ne lui appartient pas, mais appartient à quelqu'un d'autre, jusqu'où est-ce qu'on va tirer les choses, jusqu'où est-ce qu'on va prendre des risques pour la santé de cette femme par rapport à cette pathologie. Et donc, de nouveau, on croit que c'est blanc ou c'est noir, mais non, souvent, tout est gris dans nos décisions et tout peut être très, très compliqué. Voilà, je crois que j'ai supervisé un peu toutes les difficultés. De rappeler que quand même, oui, un dernier mot par rapport aux complications. Hein, donc vous savez que 20% de nos grossesses se terminent par une césarienne. Une césarienne, c'est quand même que 80% vont avoir une péridurale. Donc on vous pique quand même dans l'espace péridural. Tout ça ne sont pas des choses anodines. Et qu'en plus de ça, l'ALEA va aussi porter sur la santé du futur bébé, et que tous les bébés ne naissent pas en bonne santé, et que donc on le sait tout intimement et on espère tout avoir un enfant en bonne santé. Mais donc qu'est-ce qui se passe quand c'est un couple commanditaire qui l'a quand même donné, alors on dit que c'est gratuit, mais on va quand même en faire une compensation, hein. Ça c'est admis dans le comité d'éthique, c'est qu'il y a une compensation financière, une espèce de dédommagement. Alors je ne sais pas du tout combien sera ce dédommagement, jusqu'où va aller ce dédommagement, est-ce qu'il y aurait une assurance qui sera prise si jamais la mère décède ou qu'elle a des séquelles sévères, la mère porteuse, je n'en sais rien du tout, mais ce dédommagement pourrait peut-être quand même en attirer certaines, parce que peut-être que pour 10 000 euros, pour le couple commanditaire, c'est rien du tout, mais que pour la mère porteuse, c'est une somme énorme qui va pouvoir la sortir de toute une série de problèmes et de difficultés. Voilà. Je pense que j'ai déjà fait un bon petit tour. Vous voulez bien donner de nouveau la statistique sur le suicide? J'ai pas bien entendu. C'est la deuxième cause de mortalité maternelle en France. Oui, j'avais bien entendu. En France, voilà. Et vous disiez, pardon, les césariennes, c'est dans combien de pourcents? Alors en Belgique, on est à 21%, et on est très bon. Hein. Pour les pays, un pays occidental, on est très bon dans les statistiques. Je pense qu'aux États-Unis, ils sont à 30-35%, et il y a des pays, notamment parfois des pays en voie de développement. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que nos statistiques de mortalité et notre prise en charge de soins de santé, je pense qu'en Belgique, est encore vraiment très, très, très bonne, mais que dans ces GPA, il y a certaines GPA qui se font au Pakistan. Je ne suis pas du tout sûre que les statistiques sont aussi bonnes. Hein. Mais ce sont des couples commanditaires de chez nous qui vont aller faire un bébé chez des mamans. Voilà. Donc, et quand la guerre a été déclarée en Ukraine, peut-être bien aussi que une partie du système de santé s'est effondrée. Et les épisiotomies, vous avez le pourcentage d'épisiotomies qui sont faites? Alors, c'est comme ça. Pour le moment, donc, moi, j'ai quand même été éduquée avec l'idée qu'il fallait faire des épisiotomies, sinon on allait toutes devenir incontinentes. Donc c'était dans notre. Donc au départ, on était dans mon hôpital, on a toujours été assez raisonnable. On était à peu près à 50%. Mais non, ça devient, c'est ridicule. C'est 2-3%. Ça a beaucoup diminué. Oui. Mais c'est partout. Mais je veux dire, il y a des hôpitaux dans lesquels c'était 90%, et maintenant ils sont à 30%. Et donc voilà. Donc, merci beaucoup. Merci.